Quand on parle de bienveillance, il y a aussi cette notion de transparence sur là où on veut aller, là où on va, savoir où on va, comment on va y aller et quels sont les degrés d'urgence ou les échéances. Ça rentre aussi dans la notion de transparence, c'est vraiment très important. C'est évident en fait que ce soit la data science ou que ce soit l'intelligence artificielle avec les modèles génératifs aujourd'hui, il va y avoir un impact, mais qui est fondamental. Bonjour à toutes et à tous, je suis Noémie Coget, je suis CEO de la communauté TechRox et aujourd'hui j'ai la chance d'être aux côtés de Gilles Razigad. Hello Gilles. Bonjour Noémie, bonjour TechRox. Donc oui, je suis Gilles Razigad, CTO et cofondateur de TIL. TIL, c'est un esprit sain dans un corps sain. On travaille dans le domaine de la santé mentale, donc accompagner les gens à gérer leur santé mentale au quotidien. Et nous sommes une cinquantaine aujourd'hui et une douzaine au niveau de la tech. Super, très clair. Merci Gilles pour l'introduction. Est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on aime bien faire ça dans les épisodes de notre podcast, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours pour en arriver là? Je vais essayer d'être rapide. C'est en gros école d'ingénieur, l'ISEN. C'était dans le sud, à Toulon. C'était vraiment excellent. J'ai adoré ce moment. Vous allez voir que j'adore beaucoup de moments en fait. Donc, du coup, je vais y revenir. Ensuite, j'ai enchaîné sur une thèse de doctorat. Donc, c'était à l'université Paris-Sud, au sud de Paris. Donc dans l'Institut d'électronique fondamentale. C'était voilà 3 ans exceptionnels. Voilà. Des hauts, des bas, des rencontres vraiment avec des gens formidables. J'ai adoré chaque instant. Ensuite, j'ai continué première expérience entrepreneuriale dans le domaine de valorisation de la recherche. Donc voilà, j'avais obtenu des résultats, j'avais un peu commencé à travailler dans le domaine de programmation informatique, automatisation de simulation numérique. Et donc du coup, je me suis dit tiens, je vais monter une petite start-up, ou une entreprise, voilà, dans le domaine de la simulation numérique. C'était en 2010, donc c'était du calcul, calcul physique distribué. Donc à l'époque, c'était sur Amazon Web Services et c'était avant tout ce qui était calcul un peu intensif dans le cloud. Donc c'est très rigolo, incubé à l'école centrale, pareil, en fait, des rencontres géniales à chaque fois. Enfin, toujours, on apprend en fait, on est toujours en apprentissage accéléré. Voilà, j'adore dire ça. C'est vraiment à chaque fois qu'on est dans une situation d'inconfort, en fait, on apprend tellement. Moi, j'apprends tellement que j'adore ces moments. Par contre, j'ai clairement constaté que j'avais pas du tout, voilà, coché toutes les cases, on va dire, que ce soit des compétences, des compréhensions du monde de l'entreprise, la capacité aussi à vendre des projets, à s'entourer. Et du coup, en fait, quand ce projet a pris fin, ça s'appelait Evercad, mon projet a pris fin, je me suis dit, bah, ok, bah, ça va peut-être pas marcher cette fois-ci, mais peut-être que ça marchera plus tard. Je vais essayer de cocher plus de cases, voilà, sur la partie pro, sur la partie voilà, enfin expérience en entreprise, travail collaboratif, etc. J'avais adoré l'informatique, donc du coup, en fait, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle Fastbooking. Maintenant, je crois qu'elle s'appelle The Edge et qui m'a donné ma chance à l'époque parce que je pense que j'étais pas du tout un profil connu en fait dans le domaine et vraiment, je pense qu'ils ont pris ils ont fait un beau pari et donc je les en remercie encore aujourd'hui. Et chez Fastbooking, du coup, j'ai pu apprendre, voilà, quoi, à travailler en équipe, à travailler sur des voilà technologies, que ce soit du Git, c'était du PHP à l'époque, mais il y avait aussi ces problématiques de testing, de qualité, de gestion de produits, la découverte du Scrum, la découverte voilà de comment mettre en place des produits. En fait, vraiment, voilà, c'était vraiment chouette. Après, j'ai rejoint chauffeur privé, ouais, ouais. Donc c'était là pour le coup, on m'avait dit tiens c'est super, il y a une entreprise, je sais pas si tu connais Uber, bah c'est c'est pareil mais c'est français. Donc là, là à l'époque c'était vraiment voilà ça passait dans les journaux quoi. Donc ouais quand on me parle de Uber waouh ça m'échaudde un petit peu. Après je me suis dit ok bah pourquoi pas en fait c'est des thématiques qui sont orientées temps réel, géolocalisation. J'ai rencontré pareil dans le process de recrutement le CTO à l'époque qui était Samuel Rossi que j'admire et qui est vraiment une personne exceptionnelle et aussi les fondateurs bien entendu. Et enfin vraiment, je suis resté pendant 5 ans et chaque moment était exceptionnel dans cette entreprise. Vraiment, pareil, j'ai adoré vraiment chaque moment. C'était magnifique, vraiment magnifique. 2 ans et demi en tant que CTO, donc à la fin. Donc c'était à peu près la moitié de la période chez chauffeur privé Captain en tant que CTO. Fin de l'expérience, c'était pile pendant le Covid, voilà. Enfin, on va dire des réorganisations internes qui font que bah voilà on doit un peu fermer les équipes tech produits et d'autres plus largement en France à Paris et du coup on se dit ok bah c'est peut-être le bon moment, enfin je me dis c'est peut-être le bon moment en fait d'essayer voilà l'entrepreneuriat
et on échange avec deux collègues du coup de Captain, Geoffroy Verza et Julia Neelbiz, qui eux avaient le projet justement, ce projet en fait de TIL, accompagnement dans le domaine de la santé mentale avec Nicolas Merlot également. Je les ai rejoints un petit peu tard, voilà, c'était fin d'année 2020, je crois tout début 2021. Et depuis, voilà, ça fait 4 ans qu'on travaille sur cette magnifique entreprise. J'adore la mission, j'adore les gens. Franchement, c'est pareil. Je pense que c'est un niveau très très haut, voilà, dans le parcours. Le fait d'aller au travail, d'échanger avec les gens qui constituent aujourd'hui en fait l'entreprise Style, de travailler quotidiennement avec ces gens. En fait, c'est vraiment c'est magnifique. C'est vraiment une très grande chance. Et voilà, je remercie un peu toutes les personnes voilà chez Thiel ou qui permettent que ce lien soit là, quoi. Conditions toutes trouvées. Sur justement Thiel, est-ce que tu peux, nous dire aujourd'hui justement, bah, en quoi, consistent tes missions? En fait, quel est ton rôle exactement chez Thiel maintenant que ça fait plusieurs années? Peut-être nous remettre un petit peu le contexte. Alors tu l'as dit au début, mais nous remettre le contexte de ce que vous faites, chez Thiel et puis donc, toi, ton rôle spécifique. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux entreprises un service qui est assez large, hein. C'est vraiment un accompagnement en entreprise, mais c'est aussi un service digital, une application via une application mobile qui permet à chacun, en toute, on va dire, sécurité, respect de la vie privée également, en fait, de déjà en fait s'évaluer. Ensuite, s'éduquer, c'est découvrir en fait cette thématique de la santé mentale, hein, qui est quand même honnêtement assez en tout cas, clairement, il y a 4 ans, il y en avait peu qui en parlaient, vraiment très peu. Aujourd'hui, ça commence vraiment à se démocratiser et en tout cas, à se sort de l'omerta, en fait, d'une certaine manière. On accepte d'en parler et je pense que c'est vraiment la meilleure des choses. Et donc du coup, les personnes peuvent, via les applications mobiles, découvrir, en fait, les différentes thématiques grâce à, des activités. Donc c'est des vidéos, ça peut être aussi des podcasts, ça peut être des activités, en fait, qui sont sorties des protocoles de soins en étant les protocoles TCC, donc avec des boucles d'action de rétroaction qui sont courtes. L'objectif, c'est pas de partir en fait dans des délais, dans des durées qui sont très longues. C'est vraiment des actions rapides qui permettent de mesurer aussi un impact à 1, 2, 6 semaines, et ça en toute autonomie. Et on permet aussi en fait voilà, enfin, à nos utilisateurs de rentrer en contact avec les psychologues qui tournent justement les vidéos, qui nous accompagnent dans la production du contenu et poursuivre potentiellement ce chemin en fait s'ils en ressentent le besoin. Sur la partie voilà technique à proprement parler, il y a toute une partie qui est bien entendu en fait la conception, la construction de la plateforme, donc faire en sorte que voilà l'application mobile a la meilleure expérience utilisateur, parce qu'on imagine bien que dans le domaine de la santé mentale, si en plus en fait l'application a des bugs, l'application est lente, l'application est tout ça, ça favorise pas, je veux dire, l'entrée de l'utilisateur dans le contenu ou dans l'usage de l'application. Donc derrière, il y a toute la partie qui est coder la logique. Enfin, ça peut être les algorithmes, mais il y a beaucoup de logiques qui sont des logiques assez standards, hein. C'est vraiment que ce soit les flots de création de compte, les flots d'activation, les flots de découverte de consommation de contenu. Mais tout ça, il faut le faire toujours de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de qualité qui, en tout cas chez nous, vraiment très élevé, qui nous garantit de ne pas être obligé de revenir sur ce qu'on a produit il y a 6 mois, 9 mois, 12 mois, parce qu'en fait, on a toujours rushé, parce que on s'est dit, on le fera plus tard, ou voilà, on essaie d'être trop caché sous le tapis. Nous, notre approche, en tout cas, enfin, l'approche que j'essaie, moi, de faire émerger ou d'appliquer chez nous, c'est que vraiment, enfin, la qualité est au cœur de tout. Ça va transparaître via les valeurs de Thiel, les valeurs humaines aussi. C'est la notion d'exigence, c'est que en fait, il faut être exigeant sur le code, il faut être exigeant en fait sur la conception, donc tout ce qui est spécification technique. Il faut être exigeant sur le design du code et sur voilà, que ce soit l'écriture des tests, l'exécution des tests, voilà, réfléchir plus loin. Après, ça peut être aussi priorisé, mais trop souvent, j'avais vu voilà, parfois des équipes en fait qui se perdent en se disant qu'il faut toujours rusher tout de suite, etc. Parfois, j'entendais on n'a pas le temps en fait d'écrire des tests, alors qu'en fait, la réalité, c'est que des équipes qui écrivent des tests et qui ont un niveau de qualité très élevé sont peut-être un poil plus lentes au début, mais je pense qu'à la fin, sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus productives. Et donc après l'émission, c'est vraiment voilà, c'est mener les échanges autour de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Il y a des choses que c'est pas que c'est impossible, c'est juste que à date, dans notre contexte actuel, dans notre organisation actuelle, en fait, ça nous demanderait en fait un effort qui est
trop important par rapport au retour sur investissement. Comment on peut le faire? Est-ce qu'il y a des raccourcis pour arriver de l'autre côté de la montagne? Ben, en fait, il y a plein de chemins possibles. Et donc, c'est aussi dans ces échanges avec le métier, dans ces échanges avec le produit que bah, parfois on trouve, ah bah tiens, pas tout le temps, mais parfois c'est, ah oui, ça, on y avait pensé, en modifiant tac, 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 quelques petits engrenages dans la machine, on est capable d'aller beaucoup plus vite. Après, c'est aussi là, tout ce qui est gestion de la voilà, roadmap, accompagnement et formation des personnes. C'est-à-dire que on ne sait pas forcément écrire des tests très rapidement tout de suite. Bah, en fait, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir la direction, de savoir où on veut aller et d'accompagner les gens justement sur la rédaction, sur l'amélioration de la qualité, sur l'explication, via les. Alors, on parle de merge request. Nous, on est sur GitLab. On parle de merge request, donc c'est la relecture de code. Voilà. Enfin, bref, dans les relectures de code, avoir les explications de texte, expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas ça. Ok, ah bah tiens, s'il y a une meilleure façon de faire, comment on peut faire mieux, etc. C'est un peu ça, voilà. Au quotidien, c'est un peu ces sujets-là, et puis voilà. OK, OK, très clair et donc rôle d'accompagnement et tout en respectant justement les valeurs et aussi, bah, voilà, les notions de qualité, d'exigence que tu citais et justement dans les peut-être les projets qui ont été, maintenant après, quelques années, qui ont été pour toi les plus passionnants ou en tout cas si tu devais nous citer un projet qui a été significatif, jusqu'à présent chez Thiel, quel serait-il? Ouais, bah, significatif, bah, déjà Thiel. J'ai j'aime bien être fier de l'entreprise dans laquelle je travaille, et franchement, c'est un très, très beau projet. Projet passionnant, bah, moi, l'année dernière, du coup, on a travaillé sur un projet qui s'appelle le dashboard RH, qui permet, en fait, de faire un suivi de l'état de santé mentale au sein des entreprises, tout en respectant, en fait, des critères très stricts de respect de la vie privée, nombre de contributeurs, et cetera. Enfin voilà, il y a des belles, il y a vraiment des très, très belles problématiques. Et je pense que c'était un des projets qui était un des plus challengeants parce qu'il consistait en fait à reconstruire des historiques de données qui devaient être d'une fiabilité bah, absolue. Et donc du coup, on a dû intégrer en fait des systèmes d'audit, c'est-à-dire c'est un peu comme dans l'aéronautique, mais on doit recalculer de plusieurs manières différentes une même donnée afin de garantir que l'information qui est transmise à nos clients, en fait, elle est juste. C'est vraiment fondamental parce que derrière, ce que ça veut dire, c'est que on doit proposer des actions, on doit accompagner les personnes en fonction d'évolutions particulières. Et donc, bien entendu, pour que cette information puisse être utilisée pour mettre en place des recommandations, des plans d'action, des choses comme ça, il faut qu'elle soit juste. Et donc, la base, c'était vraiment de garantir en fait bah, l'extrême justesse de cette information. Et donc, du coup, ça faisait partie de ce projet-là, avec en plus une belle problématique qui était la reconstruction d'un historique sur des entreprises qui travaillent avec nous, enfin qui collaborent avec nous depuis plus de 3 ans. Et donc, du coup, on imagine bien, bah, voilà, en 3 ans, les modèles de données ont changé. Il y a plein de choses super différentes. C'était une belle épreuve. On a réussi la fin d'année dernière, mais c'était un beau projet technique. Voilà. Si forcément, vous avez un enjeu en tant qu'acteur de la santé mentale. À quel point vous le faites vous aussi en interne? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place, évidemment en interne pour être, inspirant aussi pour, bah, vos clients ou les boîtes avec qui vous échangez? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que ça peut peut-être aussi très concrètement donner des pistes justement aux gens qui écoutent cet épisode. Ouais, absolument. Bah, la première chose, c'était de définir des valeurs qui étaient fortes. On parle de courage, on parle d'audace, d'humilité, de bienveillance. Ça, c'est inscrit dans voilà, dans les valeurs de Thiel. Et vraiment, on s'assure au quotidien que ces valeurs sont incarnées par tout le monde, sont bien partagées et comprises également, sont incarnées bien entendu par l'équipe fondatrice. Hein, ça, c'est ça, c'est aussi le b.a-ba. Il y a la transparence. Quand on parle de bienveillance, il y a aussi cette notion de transparence sur là où on veut aller, là où on va, là où, bah, en fait, quand il y a des points de friction, où on sent que le moteur, il vibre un petit peu, bah, en fait, ça aussi, on en parlait tout à l'heure sur le domaine de la santé mentale, mais en fait, le fait d'en parler, c'est la meilleure façon de trouver des solutions. Alors, je dis pas qu'on a viré tous les placards et que, voilà, voilà, on s'interdit de cacher des choses sous le tapis. Non, je plaisante. Mais c'est important vraiment voilà, d'avoir cette transparence, cette facilité d'accès pour que tout le monde puisse remonter voilà, ces thématiques autour de, bah, j'en sais rien, j'ai un inconfort ou j'ai une incompréhension, ou ici, en fait, c'est pas qu'on veut mal communiquer, c'est parfois, en fait, tout se passe, on pense que, mais en fait, on interprète mal, ou on n'a pas forcément toutes les grilles de lecture. Et donc, au moins le fait que tout le monde puisse être accessible et que tout le monde puisse un petit peu se challenger directement, toujours avec la forme en fait de communication qui va bien. Hein. C'est-à-dire qu'il faut voilà, il faut poser les questions, il faut se dire
Donc la notion d'humilité, la notion de curiosité, l'humilité, c'est aussi de se dire: «En fait, si ça se trouve, j'ai pas compris». Donc la première chose à faire, c'est d'écouter et une fois que la phrase est finie et qu'on pense avoir compris, peut-être réexpliquer ou en tout cas s'assurer que, bah, ce que nous, on pense avoir communiqué a été correctement compris et quoi. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on met en place chez nous. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du quotidien. Il y a aussi un accompagnement, que ce soit la formation des managers, que ce soit voilà, l'accompagnement là-dessus, c'est vraiment très, très important et voilà, enfin, je pense que le cadre de travail, c'est vraiment primordial. Savoir où on va, comment on va y aller et quels sont les degrés d'urgence ou les échéances, ça rentre aussi dans la notion de transparence et c'est vraiment, vraiment très important. Et justement, parce que donc nous, on touche à un public, hein, de leaders, aussi d'entrepreneurs. Est-ce que, tu vois, les personnes qui ont envie de promouvoir le bien-être au travail ou en tout cas de porter le sujet, au sein de leur entreprise, toi, quels seraient tes conseils pour qu'ils et elles le fassent? Nous contacter déjà. TEAME. Déjà les conseils, c'est un peu, permettre aux gens en fait déjà de communiquer autour de ces sujets-là. Communiquer aussi proactivement en fait. Dire que, bah, voilà, les entreprises, on s'en rend un peu compte, mais, des entreprises qui incarnent justement ces problématiques-là, qui communiquent proactivement en disant qu'on veut en fait gérer ces thématiques de bien-être au travail, de santé mentale et cetera. Bah, déjà en fait, c'est le premier pas. En fait, dans une danse, il faut être plusieurs, il faut être moins, il faut lancer le mouvement, il faut engager en fait cette dynamique-là et avec, encore une fois, avec bienveillance, avec cette volonté d'accompagner, voilà, d'accompagner les gens. Donc ça passe par la formation des managers, ça passe par le respect de la vie privée, bien entendu, le fait de tendre la main, en fait, on ne fait que la tendre. Voilà, c'est important de comprendre ça. Il y a plein, plein vraiment, il y a énormément de sujets, autour. C'est un sujet tellement vaste honnêtement que c'est très compliqué de donner des conseils après. Oui, oui, non, puis c'est plus d'avoir des choses concrètes, mais après on glissera aussi, enfin, on va pas forcément se focaliser dessus, mais vous avez réalisé un baromètre aussi avec Thiel. On pourra le glisser en référence aussi du podcast, parce que je sais qu'il y a des actions concrètes qui sont précisées. Donc ça permettra aussi de donner des outils. L'intérêt du baromètre, c'est que ça permet de se positionner. Ça donne des informations qui sont chiffrées, en fait, sur un état à date des entreprises et pour un peu, vraiment toutes les entreprises aussi se positionner, en fait, sur des thématiques, se positionner sur des sujets qui pourraient, émerger, en fait, en interne dans les entreprises et se dire: «Ah, j'étais pas concerné, comme, chacun, personne n'a envie d'être concerné par par plein de sujets». Mais au final, c'est vrai que soit ça peut rassurer, soit ça peut engager justement des actions et c'est vraiment un des objectifs. On le reprécisera de toute façon et après, comment ne pas parler, Gilles, de l'intelligence artificielle et automatisation? Voilà, on se posait la question de, quel rôle ça peut jouer justement dans l'amélioration du bien-être au travail. Toi, comment vous les utilisez aujourd'hui côté Thiel? Et puis peut-être aussi, je fais 2 questions en une. Oui, non, mais est-ce que c'est ton enjeu, enfin, tu vois, 2025? Est-ce qu'il y a des projets, des choses qui sont peut-être pas mises en place aujourd'hui, mais en tout cas sur lesquelles vous travaillez? Belle question avec un S. Non, alors tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est, data science ou statistique, il y a quelques années, on appelait ça des statistiques et des mathématiques. Ça fait partie des sujets qu'on a commencé à déployer en production en 2024. Donc, bah, est-ce que ça a un impact? Pour moi, oui, c'est évident, en fait. C'est comme si, en fait, volontairement, ne pas répondre favorablement ou positivement à cette question-là, c'est comme dire, bah, en fait, on va se priver de 30 ou 40 de la valeur disponible aujourd'hui dans le domaine bah, de l'informatique, du fonctionnel, et cetera. Donc c'est évident, en fait, que ce soit la data science ou que ce soit l'intelligence artificielle avec les modèles génératifs aujourd'hui, il va y avoir un impact, mais qui est fondamental, en fait. Enfin, pourquoi fondamental? C'est parce qu'en fait, on est capable, de déployer en production une valeur pour les utilisateurs, quels qu'ils soient, qui n'était pas accessible avec un langage de programmation, classique ou traditionnel. Moi, je le vois vraiment de cette manière-là. Ce qui fait qu'en fait, le fait de déployer ces modèles-là en production, bah, en fait, automatiquement, toutes les entreprises qui enclenchent ce mouvement augmentent de, 40 la valeur qui peut être mise à disposition de leurs utilisateurs. Donc, quand on parle de data science, ça peut être faire de la prédiction à court terme, ça peut être, faire tout ce qui est, modélisation, classification et cetera, clusterisation, comment on garantit en fait que les bonnes personnes au bon moment ont exactement les bonnes informations. En fait, c'est vrai que si on ne s'arrête qu'à des if et des else, dans un code informatique, en fait, on n'aura pas du tout, on peut pas accéder en fait à cette profondeur, des modèles de machine learning, qui pourraient, être accessibles. Au niveau des interfaces, bah, typiquement les interfaces homme-machine avec l'IA générative, en fait, c'est une autre façon en fait d'intégrer du contenu textuel ou interagir avec les gens
grâce à ces IA. Donc en fait, je pense qu'à terme, de toute façon, enfin, ces technologies-là, en fait, elles seront juste colocalisées avec le langage informatique traditionnel et elles feront partie juste intégrante de voilà la stack un peu standard. Tu vois. Voilà, enfin, on parle de Node.js, on parle d'Express, mais en fait, on parle de Go, de Rust, peu importe. En fait, mais demain, en fait, on parlera traditionnellement en fait de tous ces modèles en fait d'IA, de DS, etc., data science. Pardon. Donc on a enclenché le mouvement en 2024. Enfin, on est assez jeune, donc comme d'habitude, hein, c'est humilité. Quand on n'a jamais fait ça, c'est des problématiques qui sont vraiment c'est de la transformation, transformation des entreprises. Comment on intègre ça, comment on garantit l'émergence de ces technologies-là et de ces usages-là dans une application en plus de santé mentale. C'est-à-dire que dans certains domaines, on peut se tromper et on peut dire un peu n'importe quoi aux utilisateurs. Dans le domaine de la santé mentale, on a des exemples fâcheux où, en fait, un mauvais usage de l'intelligence artificielle, notamment générative, quand c'est mis entre les mains en fait de personnes qui peuvent être éprouvées, qui peuvent être dans des états qui nécessiteraient en fait une interaction avec, enfin déjà un professionnel de santé, peuvent avoir vraiment des conséquences qui sont désastreuses. Donc du coup, nous vraiment on essaye de le faire étape par étape, contrôler, garantir en fait la qualité des réponses, s'assurer qu'on va pas en fait mal faire. Ça, je pense que c'est quand même assez important. C'est alors tout le monde peut se tromper, hein, bien entendu, hein, mais en tout cas, on a vraiment cet enjeu, cette éthique hein, d'utiliser les technologies à bon escient, en minimisant, on va dire, tous les écueils, tous les risques qui pourraient émaner en fait d'un mauvais usage quand on le met voilà, entre les mains de personnes qui pourraient mal les appréhender, mal interagir dessus aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'approche produit. Pour moi, c'est tout ce sujet-là, ce sera 2025. C'est vraiment fondamental. Nous, on travaille déjà activement dessus, hein, de toute façon, mais et cette thématique d'éthique, de produits autour de l'IA générative, pour moi, c'est ça qui est vraiment, c'est ça la question. Super, alors, après je vois le temps qui file, Gilles, donc je vais devoir me focaliser aussi sur la partie, justement, CTO, parce que toi, avec le rôle que tu as aujourd'hui, c'était plus pour, voir, toi aussi, ton avis sur, c'est quoi pour toi être tech leader? Alors je suis un petit peu de côté du coup par rapport à Thiel, hein, mais c'est plus voilà sur le rôle. Quelle est ton image de ce rôle-là et qu'est-ce que tu voudrais nous partager justement à ce sujet? Bah, tech leader, moi, ce que je pense, c'est que en fait, il faut être un peu, passionné. Faut vraiment aimer déjà, donc avoir le sourire, aimer ce qu'on fait en fait, d'une certaine manière. Ça passe par, en fait, ce que fait cette personne, ça a l'air cool et en fait, on a envie de le suivre, on a envie de collaborer avec lui, donc ça veut dire être aussi, accessible. Donc le leader, c'est, un peu, il y a une part de définition de la vision, mais pas que. C'est aussi le fait d'intégrer un peu tout le monde dans cette vision, dans la construction de vision. Pourquoi? Parce que, enfin, chacun sait, hein, enfin, la vision, elle évolue, les chemins évoluent, en fonction du contexte. Et donc, je pense que le tech leader, c'est effectivement une personne qui est passionnée, qui peut s'entourer, qui réussit à s'entourer parce que bienveillance, parce que curiosité, parce que en fait, bah, sa vision se nourrit en fait des expériences de chacun. Donc ça aussi, c'est très important. Et qui accompagne en donnant confiance. C'est-à-dire que bah, chacun, en fait, chacun ses expériences, chacun ses histoires, son histoire. C'est en faisant, c'est en testant, c'est en voilà, c'est en se challengeant, en se réinventant que bah, on trouve en fait les meilleures solutions, qu'on trouve peut-être la solution auquel les autres n'avaient pas pensé, voir ok, mais en fait on essaie de débloquer avec trois engrenages. En fait, il y en a un qui est caché derrière que personne n'avait vu parce qu'en fait, moi, j'avais travaillé dans la coutellerie avant et en fait, ce truc-là m'a fait penser à. C'est ça que je trouve absolument génial. Et donc, il y a beaucoup de découvertes et d'innovations derrière, découvertes et innovations humaines que j'adore. Quoi. Est-ce que tu as, une lecture, un ouvrage, quelque chose qui t'a permis justement de structurer ta carrière qui pourrait, permettre à d'autres d'en bénéficier? Je suis pas le meilleur là-dessus. J'ai adoré les bouquins de Clean Code, Clean Coder, etc. de Robert Martin, et toujours Uncle Bob. J'ai adoré. Après, il y a pas mal d'autres bouquins sur Journey of Pricing Man, je crois, qui sont plutôt des bouquins d'économie. En fait, ça permet aussi de s'ouvrir. C'est un peu comme le reste, c'est que il y a des bouquins de maths, il y a des bouquins de physique, mais à chaque fois, en fait, on arrive à retrouver dans le domaine en fait voilà, enfin, que ce soit la technique, que ce soit le produit ou n'importe quoi, c'est vraiment l'enrichissement qui permet en fait de trouver des bonnes solutions. Et en fait, c'est pas uniquement en lisant des blogs ou des tutoriels, ça c'est clair. Après, j'avoue que moi au quotidien, je lis un peu tout et n'importe quoi, mais en fait, en fait sur des articles, tiens, il y a quelqu'un qui a l'air tout feu tout flamme sur un nouveau framework ou tiens, il y a quelqu'un qui parle de ça.
cetera. De manière un peu juste, OK, en fait, ça je le garde en tête, ça peut être pertinent plus tard et ça permet d'avoir un peu un horizon vaste de, tout un tas de sujets qui pourraient exister. Alors je ne garantis pas la qualité de chacun des ouvrages. Par contre, je sais que, bah, le jour où, dans une situation X ou Y, bah, en fait, ce sujet pourrait être pertinent, à ce moment-là, là, c'est plutôt en tant que CTO, c'est, allouer le temps suffisant pour peut-être retrouver, cette source-là, en rechercher 10, 15, 20 autres, approfondir ces thématiques-là et au moins être au courant. Avec, ces problématiques de veille de, tout ce qui existe, enfin, c'est incroyable en fait, enfin, je sais pas, l'innovation aujourd'hui, c'est complètement fou. Enfin, quand on parle de d'IA, en fait, mais tous les c'est hyper dur, hein, hyper dur. Il y avait un article qui parlait justement du côté, éprouvé, des chercheurs en IA générative, tellement il y avait de changements, il y avait de changements pour eux, quoi. C'est intéressant parce que du coup, j'allais te poser justement la question de la veille. Bah, finalement, tu as déjà un peu répondu, hein, avec, cette notion, très variée, et en fait de multiplicité des sources, pour toi. Il y a pas forcément un site, toi, de référence, c'est plus voilà, tu viens, chercher un peu partout. Non, mais c'est intéressant et c'est en effet, je pense que sur, l'IA générative notamment, mais, il y a beaucoup de choses qui se passent de toute façon, donc j'ai l'impression que c'est vite obsolète. Enfin, tu as intérêt à être, quotidiennement renseigné. On échange pas mal en fait en interne, donc c'est lié à, voilà des problématiques, de développement. Alors je sais que moi je suis peut-être pas assez structuré en tout cas sur cette veille-là pour vraiment, identifier clairement en fait des références. Je sais que en fait à terme, dès que ce sujet émergera, en fait ces références réapparaîtront naturellement, en fait. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je suis plus en mode, voilà, enfin tâche d'huile, varier les sources, quoi. Ouais, non, non, mais ça montre aussi une ouverture justement, enfin, c'est intéressant. C'est, aussi une ouverture et une curiosité, sur, les différents sujets. Après, je me permets de glisser du coup une page d'autopromo, sur la sur la newsletter Tech Rocks, qui fait de la curation de contenu. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a toute une team qui va chercher du contenu justement sur des sujets, variés, mais qui touchent au rôle de CTO, tu vois? Et puis même, sur la partie product, sur la partie justement organisation, santé mentale, donc ça reste en effet, varié, mais justement ça correspond aussi à ton profil de, bah, je vais chercher de l'information sur les différents sujets. Je me permets de glisser, j'en profite. Un dernier point parce que le temps file, mais nous, on est une communauté, hein, de CTO, donc on est pour, l'interaction et on prône l'interaction entre pairs. Est-ce que toi, tu arrives justement à conserver ça en tant que CTO? Parce que tu as déjà, j'imagine, beaucoup de sujets. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, quotidiennement ou au niveau hebdomadaire? Comment ça se passe pour toi? Quotidiennement, je dirais non, je dirais pas ça. Après, je sais qu'on a un super réseau là pour le coup, en France, sur tout ce qui est interaction. Donc je parle, bien entendu de Tech Rocks, mais pas que. Il y a vraiment en fait, je trouve une volonté de collaborer, de communiquer, de partager. Je me souviens encore en fait quand on était à Station F, voilà, enfin il y a vraiment, en fait on est ensemble, je vais pas dire dans le même bateau, mais en fait on va partager en fait des problématiques techniques, des problématiques, d'équipe et cetera. Et je trouve qu'il y a justement enfin, une bienveillance. Moi, à chaque fois que je participe à des événements, en fait, il y a une accessibilité de tout le monde. Enfin, vraiment, c'est toujours à livre ouvert. J'adore. Vraiment, voilà, j'adore systématiquement. C'est des super moments. Je me souviens des dîners, bah, des dîners Tech Rocks notamment. Voilà, enfin, c'est des moments où je reprends ce que je disais au début, mais c'est des accélérations de découverte, et, d'acculturation, voilà, on découvre plein de thématiques, plein de façons de faire, des retours d'expérience aussi, ce qui marche pas, bah, voilà, le côté, no bullshit, moi j'adore aussi, enfin, bah, nous on a essayé, on s'est planté, bon bah voilà, je te le dis, ne va pas vers là ou en tout cas de la même manière parce que, en tout cas nous la probabilité que tu reproduises ça, bah, est élevée. Après, chacun ses expériences et ses façons de faire. Si ça se trouve, on s'est planté alors que d'autres vont réussir, enfin voilà. Ça, j'adore, mais j'avoue que je suis, pas assez, il y a moyen de mieux faire, voilà. Il y a moyen il y a moyen de mieux faire, mais il faut être ouvert, quoi. Ouais, toujours. Non, non, mais c'est compliqué, c'est du temps alloué et cetera et déjà d'avoir du temps libéré pour, je pense que c'est déjà un très bon point et en effet, je pense qu'on peut toujours faire mieux, hein, de toute façon, sur ce sujet. Il y a une dernière question, allez, une avant-dernière question que j'aimerais te poser. On va dire qu'il nous reste 5 minutes sur, nous, on a aussi quelque chose qu'on aime bien, question qu'on aime bien poser et justement un sujet qu'on aime bien aborder, c'est le fail. C'est se dire, bah, voilà, il y a aussi des choses qui fonctionnent pas et c'est OK et on en parle pour que justement, ce que tu disais, hein, accélérer, pour certaines autres personnes en se disant: «Bah, voilà, toi, tu perdras pas ton temps, parce que, je t'explique moi comment ça n'a pas fonctionné». Est-ce que toi, tu as une histoire de fail ou de réussite d'ailleurs, hein, les 2 fonctionnent, que tu voudrais nous partager en 3 minutes sur ce podcast? Ouais, je vais faire comme dans les entretiens d'embauche, désolé, je suis perfectionniste, c'est mon principal défaut. Non, non, bah, en fait, je vais reparler du dashboard RH.
qui est assez récent. Le fail, c'était un très, très mauvais jugement, en fait, sur le niveau de complexité, en fait, qui se cachait derrière, justement, cette gestion, en fait, de la donnée, de la reconstruction de l'historique, de l'exigence en termes de fiabilité, quand on parle de vraiment, enfin, on bosse en event sourcing et donc, du coup, chaque événement compte. Et donc, le recalcul d'une mesure, il est basé sur la garantie, en fait, de rejouer exactement dans le bon ordre et sans aucune perte. Donc, vraiment aucune perte sur des historiques de plus de 3 ans, tous ces événements-là. Et c'est vrai que théoriquement, et donc du coup, nous, on bosse avec des ADR, on spécifie bien, on est toujours, parce que je disais au début, il y a un niveau de qualité et d'exigence qui est vraiment très élevé. Néanmoins, sous-évaluation complète en fait de cette complexité. Et je pense qu'on a bien shifté sur le delivery. On n'a pas voulu en fait, mettre entre les mains de nos clients. Du coup, donc là, je fais encore mon mea culpa parce que du coup, on préfère ne pas mettre entre les mains de nos clients un produit qui n'est pas fini ou de rusher, sachant qu'en plus c'est la base sur la suite. Et donc du coup, on a bien bien décalé. Et donc en termes de fail, ça a été une sous-évaluation totale. En fait. Enfin, totale, j'exagère toujours un petit peu, mais une grosse sous-évaluation en fait du degré de complexité. Rétrospectivement, j'avoue que c'est vrai que sans se mettre le nez dans le code, dans ces problématiques, dans ces 3 ans, sans se dire: «Ah mais attends, vous êtes sûr que rejouer un historique sur 3 ans, ça va bien se passer?» On aurait peut-être pu être voilà, on aurait pu se dire ça pas que quoi. C'est le côté, on a réussi, on s'est tous relevé les manches, on a tous été là. Donc, quand je dis tous, c'est vraiment, enfin, toute l'entreprise, je veux dire les équipes de customer success, les équipes produits, pour essayer de, voilà, trouver des solutions, trouver des contournements, quand même essayer d'avancer et cetera. Les équipes data, les équipes tech, enfin, c'était vraiment, en fait, c'est dans l'adversité et dans ce fail-là, en fait, qu'on révèle les valeurs des gens, on révèle, en fait, les valeurs des entreprises et des équipes. Et franchement, la fin, du coup, c'est vraiment, bah, en fait, j'ai bien aimé ce moment. Je savais pas le dire. Non, en fait, c'est vrai que c'est beau, en fait, c'est beau de faire ça et de réussir quand même, in fine, en fait, sur ces types de projets. C'est une belle conclusion aussi pour finir sur une note positive, et le fail ne veut pas forcément dire, enfin, je pense qu'il y a des gros apprentissages. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit, hein, sur les histoires, qui nous sont partagées, hein, c'est que c'est un apprentissage autre part, certaines fois dans la douleur, mais aussi pour apprendre des choses, quoi. Écoute, Gilles, merci beaucoup. Allez, je te pose une dernière question, c'est, le fameux: «Est-ce que tu codes encore en tant que CTO aujourd'hui?» Ah, j'adore. Moi, je peux pas concevoir mon quotidien, en fait, sans une ligne de code. Franchement, c'est impossible. C'est vraiment, j'adore ça, j'adore produire, hein, pas produire du code pour produire du code, mais produire des applications, répondre à des problématiques concrètes. On a une chance, quand on a, enfin, cette faculté de coder, de concevoir des systèmes, de les intégrer et cetera. C'est une vraie chance et enfin, vraiment, moi, je me sens chanceux et c'est vrai qu'au quotidien, enfin, je ne pourrais pas ne pas coder. Ta drogue du quotidien, c'est le code. Drôle, c'est un grand mot, mais on va dire que c'est non, mais c'est moi qui conduit à mon équilibre. Le créativité, le côté, OK, en fait, bah, je fais aussi partie de cette histoire. J'aime mon marteau, j'aime frapper sur l'enclume, j'aime, créer quelque chose et réfléchir et contribuer. Enfin, vraiment, j'adore ça, c'est vraiment mon équilibre et mon quotidien, ouais. Super, magnifique. Beh, écoute, merci beaucoup Gilles, on arrive à la fin de ce podcast. Merci pour tout ce que tu nous partageais et puis justement, pour, ta transparence, aussi sur, raconter un fail, c'est pas forcément évident donc, merci pour ça. J'ai plein d'autres. On pourra faire plein d'autres épisodes, non, non, mais c'est chouette et je sais que, enfin, nous, on a à cœur aussi d'aborder les sujets de santé mentale, donc, très chouette d'avoir pu le faire avec toi ce matin. Merci beaucoup et de toute façon, on se retrouve sur les prochains épisodes, justement, de notre podcast et en attendant, très bonne journée. Très bonne journée également. Merci beaucoup.